Regarde, Patrick, est-ce que vous attendiez à ça aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, honnêtement, j'en avais fait mon favori. Mais plus par rapport à ce qu'on avait vu hier avant-hier, j'aurais pas dit ça il y a quelques jours. Ouais. Surtout par rapport à hier, par rapport à Pogacar et ses limites, oui, je suis quand même pas énormément surpris. Pas du tout même. Oui, aujourd'hui, oui. Enfin, moi, Oui, surpris? Ah non, pas du tout. J'avais pas tellement de doute sur le fait qu'il explose le chronomètre. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, le dernier chrono de Tour de France, il n'est pas lié à la capacité des coureurs sur le contre-la-montre nécessairement, mais sur l'état de forme. Et on a vu qu'Evenepoel, lors de la dernière étape de montagne, il était un peu à la rue. Donc même si c'est son exercice préférentiel, il n'empêche qu'il n'avait pas de jambes, les jambes suffisantes pour s'opposer à quelqu'un qui est en pleine bourre. L'autre, on lui donne une semaine de plus et il remettra encore 10 minutes à tout le monde. Alors ça quand même, ça m'étonne. C'est-à-dire que depuis que je suis de Tour de France, je n'ai pas souvenir quand même d'avoir vu un mec dont tu as l'impression qu'on peut lui remettre 10 jours. Il te refait la musique 10 jours. Le vainqueur du Tour chaque année. Là, très franchement, c'est à la limite ça. Vingegaard, il vous paraissait très fatigué l'an dernier quand il. Non, mais c'est de pire en pire en fait. C'est-à-dire que tu as l'impression que sa marge grandit de jour en jour à Pogacar. Ça, c'est la vérité de cette troisième semaine de course. Mais d'habitude, on a vu plutôt Vingegaard s'améliorer au fil des semaines de course. Et rien ne dit que s'il y avait eu une quatrième semaine, il n'aurait pas progressé. Enfin, il n'a pas non plus il s'est pas complètement écroulé. Il a confirmé sa deuxième place. Je présente mes excuses aux téléspectateurs. Bon, Greg, il fera mieux. Honnêtement, il va faire mieux. Il va monter en puissance lui aussi. Et en troisième partie d'émission, vers 1h du matin, il sera très bon. Allons dans le sud de la France, à Nice ou à Monaco. Je ne sais pas où est Claire Bacon. Bonsoir Claire. Est-ce que vous vous attendiez à cette victoire aujourd'hui de Pogacar dans le chrono et avec cet écart-là? Et où êtes-vous? Oui, nous sommes à Nice, bien sûr. À Nice, pour pouvoir suivre la fin de ce tour. Tout à l'heure, on a tous suivi de la cérémonie protocolaire également. On a recueilli pas mal d'interviews de coureurs que vous allez entendre tout à l'heure. Surprise, non, pas du tout, parce que c'est vrai que, en fait, il n'a pas eu un jour sans Pogacar sur ce tour, sauf bien sûr au Lioran quand Vingegaard lui passe devant sur le sprint. Donc voilà, en fait, tout le monde quasiment savait que Pogacar était certainement le favori aujourd'hui. De là à mettre ce temps-là à Evenepoel, peut-être pas, mais c'est vrai qu'il y avait aussi du vent dans ce chronomètre et que, ce contre-la-montre, donc il y avait pas mal de paramètres à prendre en compte également. Et puis l'orgueil aussi de Pogacar, il avait vraiment envie de frapper fort à chaque fois, chaque étape qu'il pouvait prendre, il l'a prise. Merci Claire. Vous voyez Greg, prenez-en un petit peu de... Non, je ne suis pas tout à fait. Moi, juste Dave avant quand même. Non, mais je pense que Claire, sur son intervention, moi, la fin, je partage complètement. Il y a l'état d'esprit de Pogacar. Visiblement, on découvre, en tout cas, on constate un coureur qui, au-delà du fait de gérer, de gagner, d'être sûr de gagner, veut à chaque fois mettre une leçon à sa concurrence. On l'a vu descendre, dévaler... dans le contre-la-montre, là, une grande descente à, je sais pas, plus de 90 km/h, 100 km/h. Dans un tour qu'il a gagné, avec une avance qui était assez confortable, et pourtant il continue de prendre, alors j'allais dire ce risque. Tu parles de la descente aujourd'hui? Oui. Oui, il est dans son jardin quand même. Non, mais il est dans son jardin, mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même, c'est idiot de s'exposer. Enfin, si tu es juste un gestionnaire, de s'exposer à ce point. Gestionnaire. Eh bien, exactement. Ouais. Mais je pense que c'est pour ça que moi, aujourd'hui, ça ne m'a pas surpris. Parce que je suis à peu près sûr que lui, quand bien même on va expliquer, tiens, ça c'est plutôt l'exercice de un tel, ah tiens, ça c'est plutôt la course de un tel, lui, il veut mettre un point d'honneur à expliquer que dans toutes les situations, c'est lui le meilleur. Il veut aussi quand même. Bien sûr, il peut, bien sûr. Mais il y en a d'autres, je pense, il y en a d'autres qui le pouvaient, mais qui n'en éprouvaient pas forcément l'appétit. lui, il a ça. Et pour moi, ça change par rapport à plein de coureurs qu'on a connus. Canto, c'est pas bizutage, mais juste Patrick avait des images là-dessus. Et ensuite, on vient vous voir là-dessus. L'image est assez impressionnante. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Dave sur la fin. Effectivement, il le fait pas par une prise de risque démesurée, mais regardez la vitesse. Alors c'est toujours impressionnant ces caméras embarquées. La vitesse de Pogacar dans cette descente. Là, on est dans la partie haute, la plus rapide. Et puis, il va creuser les écarts au fil des pointages intermédiaires. Et à tel point, effectivement, qu'il sait très tôt à l'avance qu'il a gagné. Regardez, et 1, et 2, et 3. Il se permet même cette petite fantaisie à l'égard de son directeur sportif et de la caméra, parce qu'il sait aussi très bien manier la communication. C'est quand même très fort. On est dans un chrono. À l'arrivée, il lève les bras. Bon, enfin voilà quoi. C'est pas des images habituelles sur un chrono. En général, on va vraiment jusqu'au bout. Enfin, il est allé quand même jusqu'au bout, mais il savait que sa victoire était confortable. Canto, est-ce que vous attendiez à ça en allumant la télé tout à l'heure?
Complètement. Je pense que hier il y avait eu un élément assez révélateur, c'est-à-dire que Remco Evenepoel fait rouler son équipe toute la journée pour essayer d'attaquer et de venir chipper cette deuxième place à Jonas Vingegaard. Sauf qu'à 2 reprises, quand Remco attaque, il se remet les fesses sur la selle au bout de 20 mètres parce qu'il se rend compte qu'à la fois Pogačar et à la fois Vingegaard sont beaucoup trop forts et il n'arrivera pas à les lâcher. Et derrière, c'est lui-même qui va venir craquer. Et comme l'a souligné tout à l'heure Hervé, à très juste titre... Le président, excusez-moi, monsieur le président. À très juste titre, les contre-la-montre de fin de tour, on ne parle pas là des meilleurs rouleurs, mais des joueurs qui en ont encore un petit peu sous la pédale. Et on a bien vu hier que Remco Evenepoel commençait un petit peu à fatiguer. Et nécessairement, on s'attendait à ce que Pogačar, aujourd'hui, avec un endroit qu'il connaît très bien, puisqu'il connaît bien Monaco, il est dans son jardin évidemment, mais même dans son jardin, on peut tomber. Et malgré tout, avec ses 5 minutes d'avance, il a quand même fait le spectacle aujourd'hui, et ça, c'est très fort. Une réserve quand même, sur ce chrono, on a vu les meilleurs du classement général. Ouais. Parce que c'était un chrono très difficile, oui. Technique aussi, difficile et technique. L'année dernière, à Combloux, c'était très difficile aussi. On avait vu que les meilleurs du classement général se battaient pour la victoire. Et 2, on est à quelques jours du contre-la-montre des Jeux et certains des meilleurs rouleurs sont sortis prématurément de ce tour pour justement garder toutes leurs chances. Bon, Remco Evenepoel, il ne pouvait pas faire ce sacrifice, vous vous en doutez. Donc voilà, c'est pas forcément à chaque fois les meilleurs qu'on aurait retrouvés dans ces circonstances en tête, même si on se souvient effectivement en 89 déjà Fignon-Lemon, c'était évidemment les meilleurs le dernier jour. L'enjeu de cette dernière journée est toujours plus important pour les leaders quand il s'agit d'un chrono, que ce soit sur le Tour de France, assez rare, mais aussi sur les autres grands tours. Ce chrono là placé pour le dernier jour, d'un point de vue global, est-ce que ça vous a plu? Il y avait plus de suspense pour le classement général, mais c'est bien, moins bien que la parade sur les champs. C'est un truc que j'aime bien. Après, c'est mal tombé puisqu'il a écrasé le. Mais ça peut être quand même un élément dramaturgique intéressant. Ça marche bien, effectivement, s'il y a la possibilité d'un renversement. Enfin, typiquement, Lemon. Mais ça, tu ne le sais pas avant. Lemon Fignon, c'est vrai que c'est un truc qui nous est resté, c'est un truc qui est mythique. Mais justement, ils interrogeaient un peu certains coureurs à l'arrivée. Ils n'étaient pas fans. Hein. Parce qu'ils ont une étape en plus. Alors, ils ont la magie de finir sur les champs, en une étape de sprinter, quelque chose d'un peu festif, d'un peu qui clôture un peu ce Tour de France. Nous, d'un point de vue sportif, plus l'intérêt se prolonge, peut-être qu'on est content. J'ai l'impression que pour les coureurs, ils avaient envie de quelque chose de Si je puis me permettre, ça fait individuellement. Tu as eu 7 étapes pour les sprinters. Très franchement, je voyais pas l'intérêt de m'en taper une 8e. Ça aurait pu être une étape pour les punchers, il n'y en avait vraiment pas beaucoup sur ce Tour de France. Ouais, non mais voilà, après on peut pas. Je trouve que les sprinters ont été servis. Non mais c'est le fait de terminer, c'est vrai. C'est la clôture en fait. C'est un soliste, Greg, il ne comprend pas forcément le coup d'équipe. On reste sur l'histoire, Greg LeMond, etc. Mais c'est vrai que les coureurs sont heureux aussi de finir ensemble. Parce que là, c'est chacun son tour. Finalement, il n'y a pas cette espèce de communion qu'il peut y avoir sur une dernière étape. C'est ce qu'ils expliquaient, exactement. Ah bah tu vois. Et puis surtout en 89, il me semble que quand même le Tour de France ne se jouait pas à la télévision du premier qui s'élance au dernier. Enfin, je dis ça, j'en suis sûr. Hein. Oui. Donc là, avoir un spectacle, puisque c'est un spectacle le Tour, surtout la dernière étape, avec effectivement un intérêt qui se concentre uniquement sur, allez, on va être généreux, mais il n'y avait pas beaucoup d'enjeux non plus pour le 6e, 7e, 8e, etc. Et le podium était déjà joué. Donc l'intérêt se jouait sur quoi exactement? Sur rien du tout. Sur des belles images, effectivement, elles étaient magnifiques à ce titre. On ne peut pas faire le procès aux organisateurs, mais c'est vrai que c'était pas montrer en intégralité une étape qui, de toute façon, va jouer quelques places. Les organisateurs, ils ont tenté un truc. C'est-à-dire que moi, je trouve que de temps en temps, il faut chercher quelque chose. Comme on ne pouvait pas avec les JO, ils se sont dit, et si on tentait un dernier truc en pensant que Vingegaard, je ne trouve pas que c'est une seule mauvaise idée. Non, c'était une bonne idée de départ. Sauf que ça tombe mal, c'est un tour qui était clos et verrouillé depuis la veille déjà. On retourne à Nice, voir Claire qui s'immisce dans la conversation justement sur l'intérêt ou pas de ce chrono pour terminer le Tour de France là. Ouais, moi je voudrais vous rappeler une belle aventure qu'on avait vécue sur la chaîne L'Équipe, le Giro bien sûr, qui s'était terminé à plusieurs reprises sur notre antenne d'ailleurs par un contre-la-montre, dont en 2020. Et 2020, on se rappelle que sur cette dernière étape, c'est Théo Gegenhardt qui était parti chercher le classement général aux dépens de Jai Hindley. Donc il y a vraiment aussi, ça dépend du scénario bien sûr, et là certainement les organisateurs ne s'attendaient pas non plus à ce que Vingegaard soit aussi loin de Pogačar au départ de cette étape. Mais en tout cas, pour vous parler de l'ambiance, de la façon dont on le vit quand c'est comme ça, vraiment sur cette dernière étape, à chaque fois qu'on l'a vécu sur le Giro, c'était assez fort. Il y avait vraiment une énorme tension au départ du contre-la-montre. Et ça devient aussi intéressant. En tout cas, ça relance dans ce cas-là le côté un petit peu sportif. Voilà. Ça aurait pu être ça aujourd'hui. D'autant que tant qu'à pas finir à Paris et pas voir l'étape des Champs-Élysées, ce qui était indépendant de leur volonté, autant essayer d'innover. C'était peut-être le moment d'essayer de faire un truc comme ça. Voilà, c'est sous cette initiative. Après les Jeux Olympiques, peut-être qu'on verra une étape terminée à Paris. Ça, c'est sûr. Christian Prudhomme l'a confirmé dès l'année prochaine.
On peut aussi, pourquoi pas, imaginer qu'un jour, le Tour de France ne se termine pas sur les Champs-Élysées, mais toutefois à Paris, et pourquoi pas en passant par Montmartre. Voilà, on peut aussi varier les plaisirs. Mais je crois que Paris est la ville magique, en tout cas pour tous les coureurs étrangers, bien sûr, fait que tout le monde a envie de terminer effectivement à Paris.